J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Pour cette deuxième partie de l'émission sur l'actu crypto en général, je vais parler un petit peu des ETF et un peu plus particulièrement de l'ETF Ethereum Spot. Il y a des précisions qui sont intéressantes. Je vais aussi parler d'autre chose, je pense, qui va vous intéresser. C'est l'analyse des cycles à long terme de Bitcoin et les prédictions, les tendances qu'on pourrait faire ressortir pour le prochain bull run. À quel prix, quand sera le top, ce genre de questions. On va pas y répondre, vous vous doutez bien, mais on va quand même essayer de mieux comprendre. Et également, mieux comprendre comment gagner de l'argent sur le marché crypto. Parce que c'est ça aussi qui vous intéresse. La thune, évidemment. Et pour ça, il faut comprendre la psychologie des foules et savoir les anticiper. Je vais aussi parler de la réélection de Nayib Bukele au Salvador, du métaverse qui prend forme, peut-être qui débute, qui va commencer à devenir palpable avec l'arrivée du Vision Pro d'Apple, même si c'est encore à petite échelle, mais c'est un échantillon qui permet peut-être d'entrevoir le futur. Et je vais parler de la panne de Solana, non pas pour dire du mal, pas du tout, même un peu le contraire. C'est pas pour dire du mal de Solana, mais pour encore prendre du recul sur tout ça et sur l'écosystème crypto. Donc voilà le programme, un beau programme. Encore une fois, je vous rappelle, c'est gratos, donc vous pouvez lâcher un like, vous abonner, etc. Pour débuter, si vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai parlé des pubs pour les ETF Bitcoin Spot sur Google. Et donc, il y aura des pubs sur Google Search ou sur YouTube. Mais aussi, il y aurait des publicités qui pourraient être autorisées prochainement concernant l'ETF Bitcoin Spot sur Facebook et sur Instagram. Donc ça va exposer d'autant plus de gens au Bitcoin et au marché des crypto-monnaies, et donc encore beaucoup plus qu'au cycle précédent. Je me demande qu'est-ce que ça peut produire ça comme effet sur les gens et sur la hype et sur l'euphorie. Quand le mec du coin, qu'on peut rencontrer dans la rue, le voisin ou n'importe qui, va être exposé massivement aux cryptos. Beaucoup plus que précédemment. En tout cas, quelque chose qu'on peut constater, c'est que d'ores et déjà, les ETF Bitcoin, eux tous réunis, ils détiennent 3,31% de l'offre totale de Bitcoin. Alors ça peut paraître peu comme ça, 3%, mais en fait c'est assez considérable, c'est assez énorme, et on en est qu'au début. Dans 5 ans, 10 ans, ça pourrait être beaucoup plus. Et c'est notamment pour ça qu'il y a des craintes d'une prise de contrôle sur les tokens. Et maintenant, concernant l'ETF Ethereum Spot, vu que c'est le sujet d'après, eh bien c'est repoussé, c'est la décision de la SEC. Alors c'est peut-être un peu le même scénario que pour l'ETF de Bitcoin. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est ce que dit Esprit Cryptique dans ce tweet. Et je vais vous résumer ça assez brièvement. Pour valider l'ETF, il faut qu'il corresponde à des règles et à des normes qui sont en train justement d'être évaluées et d'être fixées en ce moment même par la SEC et avec les fonds d'investissement. On pouvait se demander jusqu'ici, s'il y a un ETF spot d'Ethereum, est-ce que les ETH pourront être stackés par les fonds d'investissement, par les ETF, pour distribuer du rendement à ceux qui ont acheté des ETF. En gros, comme des dividendes avec des actions. Eh bien, a priori, ça, ce sera pas possible. Pour pouvoir valider l'ETF, il faudra que les ETF ne distribuent pas de dividendes. Et a priori, les ETF ne pourront pas stacker non plus pour eux-mêmes, pour récupérer les dividendes, à défaut de pouvoir les donner aux gens qui ont acheté l'ETF. En fait, ils pourront pas stacker. Ils pourront détenir en spot des Ethers, mais ils pourront rien en faire pour générer plus de rendement. Et finalement, l'intérêt de l'ETF Ethereum par rapport à Bitcoin, c'était ça, c'est de pouvoir générer du rendement de cette manière en stackant. Et si ça c'est pas possible, eh ben peut-être bien que l'ETF Bitcoin est plus intéressant que celui d'Ethereum. Et du coup même, Bitcoin est plus intéressant qu'Ethereum. Ce serait peut-être l'avis des traders. Il y a un trader de chez Bluefin, un trader que j'imagine qui a une certaine expertise, il dit que les traders s'attendent à ce que l'Ether soit moins performant que Bitcoin au fil du temps, et que cela montre donc que les investisseurs sont relativement plus optimistes quant aux performances du BTC. Et les craintes dont je vous parlais un peu plus tôt concernant l'ETF, c'est ça. Il y a beaucoup d'incertitudes autour de l'ETF spot de TH, et notamment sur le consensus, sur la proof of stake, si les Ethers pourront être placés ou non en staking, générer des rendements. Bon bah a priori non, donc voilà, moins d'intérêt sur ETH. Je sais pas comment ça va se traduire au cours du cycle prochain, on verra. Ce qu'on peut constater en tout cas sur Bitcoin, c'est que son rendement annualisé moyen au cours des 7 dernières années, c'est de 44% chaque année. Donc la performance chaque année moyenne, elle est de 44%. Alors que les autres actifs majeurs, comme l'or, les commodities ou l'immobilier et tout, en moyenne ça fait du 5,7%. Et ça, ça peut inciter pas mal de gens à aller sur les ETF Bitcoin, en ayant de manière évidente beaucoup plus de rendement, pourquoi pas y mettre une petite partie
partie de son wallet. Maintenant, on va faire de l'analyse technique, entre guillemets, parce que vous savez, moi c'est pas ça que je fais. Je fais pas d'analyse technique, mais je pense qu'il peut y avoir des éléments pertinents pour aider à comprendre sur du long terme, et notamment en analysant les cycles long terme. Là, c'est une analyse de CryptoCon à propos de Fibonacci, et il pense qu'on pourrait aller retester au moins les 35 000 $ dans la correction actuelle dans laquelle on est. Alors c'est un peu bizarre, hein, parce que là au moment où je parle, je crois qu'on est à 45 000 $, donc ça peut remonter, redescendre, ça peut très bien retourner à 48 000, 50 000 $, et redescendre sur les 38 000, 35 000, ou encore plus bas. L'idée qu'il développe, et que vous pouvez voir alors, sur ce graphe, et sur les différents cycles, c'est que comme on vient de le faire là, le cours est remonté sur les 0,618 de Fibonacci, le retracement de Fibonacci, et donc sur les 48 000 $, mais derrière on a une correction quand on atteint ce point-là, c'est ce qui s'est passé sur les cycles précédents, et minimum, normalement, on corrige jusqu'au trait orange, jusque sur les 0,382. Et les 0,382, actuellement, ils sont à 35 000 $. Donc prenez ça comme information, on peut redescendre. Et on pourrait même redescendre encore plus bas, hein, sur le trait rouge. Et malgré ça, on est quand même, ça c'est sur du court terme, et sur du long terme, on est sur une tendance haussière. On va s'en rendre compte là avec ce que je vais vous présenter. Avec cette analyse de Titanov Crypto, ce qu'il fait ressortir, c'est que depuis le point bas, sur les cycles précédents, il se passe 35 mois globalement de hausse. Et si on reproduit la même chose sur le cycle actuel, on devrait arriver sur un top du Bitcoin pour le prochain bull run à décembre 2025. Après évidemment, ne prenez ça pas comme une information genre c'est vrai, c'est ça qui va se passer. Vraiment pas. C'est pas du tout le sens de ce que je développe, vous allez voir. Parce que je vais vous montrer différentes analyses. Et par exemple, selon cette analyse de Charles Edwards en anglais, quasiment la même chose, hein, avec un accent pourri en plus, d'après son évaluation, et il développe ça dans un thread avec des idées, hein, il y a des arguments, on pourrait atteindre un top aux alentours, plus ou moins, accrochez-vous, des 300 000 $ sur Bitcoin. Ces arguments, hein, rapidement, c'est que au cours du dernier cycle, on a eu un cycle peu performant de son point de vue, et notamment à cause des difficultés de la Fed, l'inflation, les craintes de hausse de taux, ce genre de choses, et aussi lorsque les Chinois ont banni les mineurs de Bitcoin, voilà, ça a pu provoquer des craintes, un choc, et on n'aurait pas atteint, selon son idée, le plein potentiel du bull run. Et il pense qu'on va plus performer sur ce cycle-là à venir que sur le précédent. Quand on regarde son graphique, du coup, plus ou moins, si on reproduit rien que la performance du dernier cycle, on arriverait sur du 240 000 $, plus ou moins, pour le top, 234 000 $ plus exactement, mais lui il pense que ce serait même plus, et c'est pour ça qu'il parle de 300 000 $. Moi ça me paraît beaucoup, hein. Mais Titanov Crypto, lui, il va encore plus loin. Il part sur un top du cycle à 340 000 $. Il base cette analyse sur l'étude des vagues d'Elliott, l'héliotisme. Et en fait, il y a 3 mois, il avait déjà publié ce graphique, en pensant que c'est cette figure-là qu'on allait reproduire, plus ou moins, et partir comme ça, là, monter, corriger et repartir très très fort jusqu'aux 340 000 $. Ça c'était il y a 3 mois. Bon pour l'instant on voit là, c'est pas très très net, mais on voit pour l'instant le cours est en train de faire ce qu'il a prédit. C'est pas pour autant qu'on ira à 340 000 $, mais c'est quand même à prendre en compte. Une autre analyse de CryptoCoin, lui là cette fois-ci ce qu'il analyse, c'est les comportements des différents holders de Bitcoin sur le marché, et notamment le comportement des holders pendant 2 ou 3 ans. 2 à 3 ans, c'est-à-dire en fait c'est des gens qui conservent leur Bitcoin sur une même adresse sans les bouger sur 2-3 ans. Et si on observe leur comportement, ce qu'on remarque là sur le graphe, il y a une période où en fait il y a un déclin de cette supply active là 2 à 3 ans. De toute façon on s'en fout hein, des indicateurs, vous comprenez juste la logique, hein, je vous dis. Quand il y a un déclin, 1 an à 1 an et 6 mois plus tard, on a le top du bull run. Et du coup ça veut dire que rapidement après le déclin de cette courbe, et là on a entamé ce déclin, eh bien on démarre un bull run. Comme sur les cycles précédents, voilà. On verra hein, si ça se passe comme ça. Hein. C'est un peu Madame Irma tout ça. Hein. Encore une autre analyse. Hein. Je vous dis là, je prends beaucoup de data. Vous allez comprendre pourquoi. Encore une analyse de Titanov Crypto. Et il y voit un signe bullish. Là, ça concerne le LMACD, qui est sur le point de franchir une ligne haussière sur une période de 2 mois. Alors vous voyez le signal, comme sur les cycles précédents, quand ça se passe et que ça cross bullish, comme on dit, hop, hausse, Bitcoin monte en flèche,
et c'est le vrai bull run qu'on attend tous. Donc là, c'est ce qui est en train de se produire. Est-ce qu'on va partir sur une hausse soudaine et vertigineuse? Je ne sais pas. Mais il y a plusieurs analyses là, on constate qu'ils vont dans ce sens. Là, c'est une autre analyse de Stock Money Lizards. Cette fois-ci, c'est au sujet du RSI, c'est encore un autre indicateur, mais c'est un petit peu le même genre de conclusion. Finalement, on a un signal, et derrière, sur les cycles précédents, on a une hausse du Bitcoin, une hausse significative. Alors par contre, on remarque que c'est pas toujours le cas. Là, on a eu ce signal, c'était sur un top. On n'a pas eu une envolée tout de suite derrière. Mais peut-être aussi parce que ça respectait pas les tempos du cycle. Le signal, il est arrivé trop tôt, il était donc pas significatif. Mais une fois que c'est bien mûr, peut-être comme maintenant, quand il y a ce signal, on peut peut-être partir sur une hausse. Là, vous voyez, j'analyse vraiment pas ça de la même manière que les analyses techniques, hein, même dans les termes que j'emploie. Encore un dernier signal bullish de Titan of Crypto. Cette fois-ci, c'est la super trend de Bitcoin qui vient de clignoter sur un signal d'achat. Bon, on s'en fiche hein, de ce que ça veut dire, c'est encore une fois un nouvel indicateur qui nous dit c'est le bon moment. Et quand ça se produit, on a une hausse, vous voyez, généralement sur les cycles précédents, pas sur le dernier cycle, encore une fois, on a eu un signal de buy un peu tôt et ça s'est pas produit tout de suite après la hausse, mais peut-être que cette fois-ci, ça pourrait se produire comme ça, je sais pas. Vous voyez, finalement, on ne sait pas. Et c'est là où je veux en venir. Quand on analyse tout ça, là, et quand on prend différentes de ces analyses, on pourrait se dire qu'on aurait un top à 300 000 $, plus ou moins, en décembre 2025. Mais il faut prendre ces analyses avec des pincettes, que ce soit celle de Charles-Édouard, celle de Titan of Crypto, de CryptoCoin, Money Lizards, etc. C'est la même chose. En fait, je trouve que l'étude des cycles qui se sont déjà produits par le passé, quand on regarde ce qui nous a précédé, c'est bien pour se situer dans le cycle actuel. Et chaque prédiction, je les prends comme des données supplémentaires. J'accumule et j'accorde pas d'importance à une analyse en particulier, à une prédiction. Par contre, la cohorte et l'ensemble de ces analyses, ça peut nous donner une direction et une tendance générale. Et ça peut être pertinent. Donc je vois passer différentes analyses là, depuis des semaines et des mois, et je m'en nourris d'une certaine manière. J'accumule quelque part ça dans ma tête, et ce qui en ressort, j'ai l'impression, mon analyse de tout ça, de toute cette data, c'est que on s'accorde sur une accélération haussière du prix sur Bitcoin qui pourrait commencer d'ici la fin de l'année 2024, on sait pas exactement quand, et c'est toujours du conditionnel, et ça pourrait s'étendre jusqu'à la fin de l'année 2025. On parlerait d'un prix du Bitcoin en fonction des prédictions pour les plus prudents qui atteindraient les 100 000 $, et pour les plus optimistes, du 500 000 $, mais vraiment là c'est très excessif, vraiment très optimiste. Perso, je me dis 200 000 $, ça me paraît déjà hors d'atteinte, même si ce serait super, je serais très content, mais ça me paraît vraiment beaucoup. J'ai du mal à y croire, même si j'aimerais. 140 000 $, ça me paraît plus raisonnable, mais ce serait déjà assez optimiste. Finalement, à plus de 100 000 $, on est déjà content. Et pour une date, pour le bull run, là vraiment j'aurais du mal à donner une date, mais si je dois donner une fourchette de ce que je vois des différentes prédictions, ça pourrait être la fin, le top du bull run sur peut-être le printemps 2025 jusqu'à la fin de l'année 2025. Mais du coup c'est assez flou. Ça pourrait peut-être nous surprendre. Et finalement, si je vous parle aussi de tout ça, c'est peut-être aussi pour vous donner des clés de compréhension et que vous preniez les meilleures décisions possibles pour vous-même. Et au final, c'est aussi pour comprendre comment faire de la thune sur le marché crypto, hein, parce que je sais très bien que ça vous intéresse, moi aussi ça m'intéresse, on va pas se mentir. Hein. Alors du coup, il y a des choses à comprendre. Effectivement, ça parle crypto, on parle de comment gagner de la thune. Bienvenue. Dans la crypto, un truc à comprendre, c'est que le degré de satisfaction des gens, c'est toujours corrélé au prix des tokens. Ça a une influence énorme. Et dans un marché haussier, quand le prix des tokens, il est haut, on est content, tout le monde est content. Même quand les projets sont nuls à chier, même quand il y a rien derrière, même quand c'est du coup des coquilles vides. On se fiche du fondamental tant qu'on fait des profits. Et à l'inverse, quand le marché est baissier, quand on s'en prend plein la gueule, quand ça ne fait que descendre, ou alors même après un marché baissier, même quand ça remonte, on est tellement marqué par ce qu'on vient de vivre, ça produit une ambiance très négative. Les gens sont aigris, les gens sont pessimistes. Même quand il y a des annonces, même quand il y a du concret, même quand il y a des lancements de produits, les gens ont du mal à s'extirper de cette mauvaise ambiance. Donc les humeurs, elles sont cycliques, comme les cycles du marché, tout ce dont je viens de parler précédemment. Et aujourd'hui, les gens, ils sont aigris, ils sont pessimistes dans leur globalité, en tout cas la plupart des gens, mais soyez conscients que l'euphorie va revenir. De nouveau, quand tout ira bien, quand les prix vont monter, quand les wallets seront dans le vert, tout le monde sera beau, tout le monde sera content. Et je vous jure, tout le monde s'aimera, ce sera la fête. Ce sera une autre ambiance que l'ambiance qui est encore maintenant. Donc être conscient de tout ça, ça vous aidera à prendre du recul, à faire de meilleurs choix, à ne pas vous laisser influencer par l'esprit général,
mais comprenez quand même bien que c'est cet esprit et cette ambiance générale qui influencent les prix sur les marchés. Donc vous, ce que vous devez faire, c'est comprendre la psychologie des foules et anticiper. Et c'est comme ça que vous pourrez gagner de l'argent. Ça paraît simple comme ça, mais finalement, je pense que c'est l'essentiel de ce qu'il y a à comprendre. Maintenant, passons à un autre sujet, la réélection de Nayib Bukele au Salvador, avec 87% des voix, ce qui fait qu'il est réélu dès le premier tour. 87,61% plus exactement, loin devant les autres candidats, et finalement ça c'est pas étonnant, parce qu'il est très très populaire au Salvador. Il y a une étude assez récente qui est sortie, qui évalue la popularité des dirigeants d'Amérique latine, et Nayib Bukele, il avait presque 90% d'opinion favorable, un petit peu moins, et du coup ça colle très bien aux 87% des voix récoltées lors de cette élection. J'ai sorti une vidéo là qui est disponible sur YouTube à propos justement du Salvador, de Bitcoin City qui pourrait devenir le nouveau Dubaï. Ça c'est un titre accrocheur. En fait dans cette vidéo j'analyse la stratégie de Nayib Bukele pour développer son pays et mettre le Salvador sur la carte parce que je me rends compte qu'il y a une tentative d'appliquer un peu la même stratégie de ce qui se passe aux Émirats, au Qatar et tout. Je vais pas développer ça maintenant, je vais vous inviter à regarder la vidéo, elle est disponible sur YouTube, voici la vignette, donc vous pourrez retrouver ça si le sujet vous intéresse et vous projeter un peu sur le futur et sur les stratégies de Nayib Bukele et du Salvador. Je change maintenant complètement de sujet, rapidement, je vous parle de ça, ça m'a étonné, mais je trouve ça intéressant et ça pourrait se multiplier ce genre de choses. Il y a une chaîne de télé, Channel One, je sais même pas dans quel pays c'est, mais il lance un média d'information entièrement créé par l'IA, disponible 24 heures sur 24, accessible 7 jours sur 7, multilangage, instantané, et même ça fait du fact-checking. Et c'est un coup de pied un peu dans la fourmilière des médias, déjà qu'Internet, ça a changé beaucoup de choses pour les médias, là avec l'IA, ça pourrait vraiment bouleverser les médias. Imaginez de l'information instantanée, comme ça, si c'est fiable et si c'est performant, on n'a plus besoin de ces chaînes télé qui diffusent aussi continuellement de l'information. Là, l'information, elle peut être beaucoup plus rapide. Après, il faut voir la fiabilité de ce genre de médias. Encore, je sais pas si c'est prêt. Mais en fait, ça m'amène plus largement à parler de la technologie et de la transformation de la société. Comme là, vous voyez, avec le Vision Pro d'Apple qui est sorti, on voit des gens dans la rue qui l'utilisent, qui sont en train de s'en servir, de faire des mouvements avec leurs mains. En fait, ça, c'est l'ordinateur spatial. Ils peuvent être dehors avec un ordinateur sans que ce soit encombrant. Et peut-être qu'aujourd'hui, on s'en moque et il passe un peu pour des cons. Regardez, lui, il fait ça même en conduisant. Ça, c'est peut-être pas le truc à faire. Ça, c'est peut-être un peu n'importe quoi. Et forcément, quand on voit quelqu'un comme ça là, dans la rue, on se dit mais d'où il sort celui-là, c'est très spécial quand même, c'est normal, on a forcément un peu envie de rire. Mais est-ce que le Vision Pro c'est pas le début du métaverse? Et je pense qu'en fait ça pourrait vraiment transformer nos vies et notre société, un peu comme ça a été le cas avec les smartphones. Et je vous dis pas ça parce que ça me fait plaisir que tout le monde se balade avec un casque sur la tête et qu'on vive dans un monde virtuel, non, ça me ferait pas spécialement plaisir, et du coup c'est pas quelque chose que je voudrais qu'il se passe, mais j'ai l'impression que c'est quand même ça qui va se passer, on verra. Mais quand il y a autant de marques, et c'est aussi ce que je vous dis ici, j'ai des vidéos, je vous incite à les voir. Quand il y a autant de multinationales qui poussent dans ce sens, avec Google, Microsoft, Meta, Samsung, etc., qui bossent sur ces casques de réalité mixte, ils bossent au fait de nous faire rentrer dans le métaverse. Le métaverse, on parle d'un marché de 937 milliards de dollars d'ici 2030, donc il y a des intérêts aussi financiers là-dedans. Ils veulent pas juste nous mettre dans le métaverse pour nous amuser ou nous divertir. Donc je pense qu'il y a un potentiel de réalisation pour le métaverse. Et en plus, regardez aussi, je pense que c'est hyper pratique. Regardez ces vidéos là. On voit là, c'est la démo si vous aviez le casque sur la tête. Là, c'est quelqu'un qui dispose ses écrans chez lui, à sa guise. Alors là, il peut regarder par exemple un match de NBA, ou alors d'autres écrans, là-bas, comme au loin, une page internet, même il y a des vidéos qui sont lues dessus. Et donc c'est vraiment l'ordinateur spatial, partout, dans l'espace. Je trouve ça vraiment impressionnant. Le produit, en fait, on peut avoir tout un tas d'avantages à l'utiliser, tout un tas d'intérêts. Finalement, ça peut vraiment donner envie, en fait. Je pense que quand on commence à plonger dedans, on comprend l'apport et tout ce que ça peut apporter. Encore une autre vidéo qui démontre ça. Regardez, vraiment, je vous montre plusieurs vidéos. Là, il a le casque sur la tête, ça fonctionne
fonctionne très bien. On voit les écrans disposés chez lui, dans sa cuisine, un peu partout, et en plus si ça fait pas mal à la tête, en vrai si le casque il était abordable et pas cher, je pense que les gens se précipiteraient dessus. Et un autre truc, quand on voit des gens qui se déplacent carrément en même temps qu'ils font du space computing avec leurs mains, mais tout en marchant et en pouvant continuer de voir, il y en a même un, il fait du skateboard carrément, ça veut dire que c'est quand même très pratique ce truc, ça fonctionne très très bien. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous redirige vers mes vidéos que j'ai déjà fait il y a 3-4 mois sur le métaverse, j'en ai 2, une sur l'ordinateur spatial et notamment sur l'Apple Vision Pro, c'est disponible sur YouTube tout ça, et une autre sur la preuve que le métaverse n'est pas mort. Voilà, plein d'éléments sur le métaverse, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous voulez peut-être mieux comprendre ce qui pourrait se passer dans le futur et l'évolution de la société, c'est des vidéos qui peuvent vous être utiles. Je reste un peu sur le sujet de la data, parce que dans le métaverse on va aussi produire plein de data, hein. Il y a de l'analyse de ce qui se passe avec nos yeux, donc aussi ce qu'on regarde, c'est aussi ce que je développe dans ces vidéos, c'est pour ça que je vous encourage à les regarder. Ils vont pouvoir regarder tout ce qu'on fait et même ce qu'on pense, où se porte notre regard, quel produit nous intéresse le plus même si on l'achète pas, nous faire des relances sur ce produit-là, par exemple sur Amazon, et c'est pour ça aussi que ça les intéresse de nous mettre ces casques sur la tête. Et donc, c'est ma transition sur la data. Il y a la moitié de la population française qui vient de faire un KYC à son insu. En fait, il y a eu un hack, une cyberattaque, 33 millions de Français sont concernés par un piratage de grande ampleur, donc je vous dis ça là, sous la forme d'une blague, mais je suis peut-être concerné, et vous aussi. Donc c'est très sérieux. Les données comprennent, pour les assurés et leurs familles, l'état civil, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, mais en fait on peut aussi nous faire des vols d'identité avec ça. Donc c'est un sujet très sérieux. Je relie ça aussi à un truc que j'ai vu passer cette semaine, des IA pour faire de faux documents d'identité et passer des KYC. Donc ça, par exemple, cette photo, c'est un faux document. C'est une fausse carte, un faux permis, et c'est plutôt bien fait. Et en fait, ça passe les KYC tranquille. Du coup, toutes ces fuites de données, toute cette data dans le métaverse, les hacks, les IA qui peuvent faire des fakes et du coup falsifier l'identité. Eh bien, dans le monde à venir, dans le monde de demain, la blockchain, ça peut servir à ça, comme dit Benjamin Minkou, la trust machine, un layer de vérité pour authentifier les gens, qu'il y a des vraies personnes derrière, et aussi de la cryptographie pour sécuriser les données. Et en cela, la blockchain, ça peut être une vraie solution aux problèmes du monde. Donc je pense que c'est aussi dans ces objectifs-là que les projets, les blockchains, les projets crypto doivent se développer, résoudre des vrais problèmes du monde, et c'est comme ça qu'on attirera des utilisateurs. Je vais parler un petit peu de la blockchain Solana qui est tombée en panne. Vous n'êtes pas passé à côté, et forcément, ça fait jaser. Il y a des gens qui en parlent, qui commentent, soit pour se moquer, soit pour faire les blagues habituelles, ce genre de choses, ou soit aussi pour anticiper les vannes d'autres écosystèmes. Là, CryptoPixou, il a dit, voilà, en ce moment, les holders de Multiversix, pendant la panne de Solana, ils doivent être comme ça, en train d'ouvrir le champagne. Eh bien non, j'ai repris son tweet, et j'ai dit ce que j'en pensais, et en fait, le fait que Solana soit down, je m'en réjouis pas du tout. En fait, la veille de la panne de Solana, j'ai vu passer un tweet du journal du coin qui faisait remarquer que ça faisait 300 jours qu'il n'y avait pas eu de panne sur Solana et que ça se passait bien. Et je me suis dit à ce moment-là, ça se passe bien sur Solana. Sur Solana, il y a de l'avenir, on dirait, pour le bull run, en tout cas dans la perspective du bull run, de beaux jours sont à venir. Pas de panne depuis longtemps, de l'activité on-chain, des volumes, une blockchain monolithique du coup, avec une certaine conception de la blockchain, et du coup qui défend son idée jusqu'au bout, une blockchain avec des frais bas, je trouve ça positif en fait. Mais du coup, Solana est tombé en panne. Et ça nous montre à quel point on n'est pas du tout prêt pour l'adoption de masse, accueillir énormément d'utilisateurs. On est encore vraiment early. C'est ça que ça veut dire quand on dit « we are still early ». C'est parce que pour l'instant, il n'y a personne sur la blockchain finalement. Et dès qu'il y a un peu de monde, ça pose des problèmes. Ou alors il y a de la congestion ou des frais qui explosent. Et on peut pas se réjouir de ce genre de choses en fait. Sur Solana, là si on fait une petite comparaison avec Multiversix, puisque CryptoPixou évoquait les holders de Multiversix, sur Solana, il y a beaucoup de builders et d'utilisateurs, toute proportion gardée, hein, parce que je vous dis, il y a quand même personne sur la blockchain au regard de la population mondiale. Mais par rapport à d'autres blockchains, il y a des utilisateurs et des builders sur Solana, mais la blockchain elle tombe en panne régulièrement. C'est problématique. Sur Multiversix, c'est très sécurisé, ça tombe jamais en panne, mais le problème jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a peu de builders et d'utilisateurs.
utilisateurs. Mais je trouve quand même ça moins problématique que si la blockchain est tombée en panne tout le temps. Mais il va falloir voir hein, pour Multiversix. Si Multiversix passe le test avec un grand nombre d'utilisateurs, si la blockchain fonctionne à grande échelle. On l'a toujours pas vu pour l'instant. Du coup, je me réjouis pas de ce qui se passe sur Solana. Moi, j'ai plutôt envie de voir Multiversix passer aussi ce test et voir ce qui se passe. Et n'oublions pas que notre but à tous, c'est l'adoption de masse. On doit pas être là juste dans un clan, dans une équipe, en mode supporter. Franchement, ça vole pas haut, ça, je trouve. Quelle que soit la blockchain, quels que soient les protocoles. En fait, on veut qu'il y ait des utilisateurs. On veut qu'il y ait de l'utilité et que ça réponde aux problèmes du monde. Et donc, on doit pas se faire la guerre, se tirer dessus. On doit plutôt constater que c'est bien qu'il y ait différentes blockchains, différentes approches, des innovations, différentes façons de construire pour apporter des solutions au monde réel. Et du coup, je pense qu'on vit dans un microcosme crypto avec une poignée d'individus qui se chamaillent sur X, un peu comme des gogoles ou comme des enfants, quoi, dans la cour de récré, alors que 99,9% de la population dans le monde n'en a rien à foutre de la blockchain, hein, vraiment. Donc on est dans le même bateau, faut s'en rendre compte, faut pas que le bateau coule, et il faut que la blockchain prouve son utilité au monde. Donc on se réjouit pas de la panne sur Solana, en tout cas pas moi. Et je vais terminer avec une petite info, mais bon, qu'il faut quand même noter, sur Binance, le Monero est délisté, donc ça fait partie des cryptos qui préservent la vie privée, les privacy coins comme on dit. Bah c'est délisté des plateformes centralisées, c'est pas étonnant. Après ce sera a priori, je pense, toujours disponible, enfin toujours, alors, on est sûr de rien, mais en tout cas pour l'instant c'est toujours disponible dans la finance décentralisée, sur les DEX. Et voilà, faut pas s'étonner, je pense, que ce type de token soit délisté, surtout avec la régulation. Ça me paraît logique. On va vers un monde de traçabilité et de transparence. Voilà, c'était le mot de la fin de cette émission. J'espère encore une fois que vous avez apprécié tout ce contenu gratuit, je vous rappelle. Du coup, je vous invite à liker, à vous abonner, à activer les notifications. Vous pouvez toujours faire part de votre avis. Je lis les commentaires, même si je réponds pas forcément. En tout cas, j'essaye d'en lire le plus possible, parce que je cumule de la data de cette manière. Et vraiment, pour moi, c'est important de voir tout ce qui se dit pour essayer de mieux comprendre ce marché. Et comme je vous disais, mieux comprendre le marché crypto pour faire de l'argent et anticiper la psychologie des foules. L'émission est donc terminée. Elle a duré assez longtemps, hein, je pense que je vais y aller. J'ai du montage. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vais vous dire à la prochaine. Salut à tous!